Je remercie les ministres des Affaires étrangères de l'Australie et je donne maintenant la parole à son Excellence Philip Hammond, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Monsieur le Président, il y a près de 70 ans, la première réunion de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité se sont tenues à Londres. C'est là que le monde s'est rassemblé pour tourner le dos à la guerre et pour chercher à institutionnaliser les conditions de la paix. C'est grâce à ce processus, après la Seconde Guerre mondiale, que nos prédécesseurs se sont lancés dans un voyage qui devait les mener vers la paix et la prospérité. Et ils ont réussi. Aujourd'hui, 193 membres forment le cœur de l'organisation. C'est une organisation puissante et universelle, l'expression de notre volonté collective, celle de trouver des solutions aux défis les plus difficiles. Il s'agit là de la pierre angulaire du système international fondé sur des règles et l'affirmation des valeurs que nous accordons à la dignité humaine et à l'espoir. La Grande-Bretagne est fière d'avoir joué son rôle dans la naissance de notre organisation. Nous sommes fiers également, 70 ans plus tard, du rôle actif que nous jouons dans les affaires internationales en tant que seul membre du Conseil de sécurité, seule grande puissance économique qui, à la fois, atteint la cible des 2% en matière de dépenses en matière de défense, cible de l'OTAN, et cible de 0,7% du PNB accordé à l'aide publique au développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, le quotidien de très nombreuses personnes dans le monde est très éloigné des idéaux de l'organisation, et ce, malgré le travail abattu dans le cadre des OMD. Près d'1 milliard de personnes, plus d'1 milliard de personnes vivent aujourd'hui avec moins de 2,5 $ par jour. L'insécurité, l'extrémisme et les conflits au Moyen-Orient poussent des millions de personnes à abandonner leur foyer, créant une urgence humanitaire à une échelle sans précédent. De nombreux millions d'autres personnes vivent aujourd'hui sous des régimes qui les oppriment, n'ont pas leur mot à dire dans la gouvernance de leur propre pays, des régimes qui bafouent leurs droits les plus fondamentaux. Le système international régi par des règles qui permet de maintenir la paix est également compromis par des acteurs qui cherchent à saper nos valeurs. Nous sommes également confrontés aux menaces à plus long terme du changement climatique, des pandémies globales et des menaces qui doivent être confrontés aujourd'hui si nous ne voulons pas que les générations futures soient mises en péril. Mais c'est en Syrie et en Irak, au berceau de la civilisation humaine, que nos valeurs collectives et notre volonté d'agir sont aujourd'hui menacées, le plus menacées. Il y a le régime d'Assad d'un côté et la brutalité de Daesh ou le IL, deux mots qui infligent des souffrances inimaginables au peuple syrien. La crise humanitaire, la vague de réfugiés cherchant refuge dans les pays voisins et en Europe, tout ceci souligne la nécessité de mettre fin au conflit et constitue une épreuve pour notre détermination. J'aimerais ici rendre hommage à la formidable générosité de la Turquie, du Liban et de la Jordanie, qui accueillent aujourd'hui temporairement des milliers de réfugiés et qui acceptent ce rôle depuis des années. C'est à nous tous qu'il incombe de les aider à porter ce fardeau, cette charge, et à veiller à ce que les appels de fonds lancés pour la Syrie soient pleinement financiers. Le Royaume-Uni fait la deuxième plus grande contribution qu'ait jamais fait un pays à la mission humanitaire dans la région. Il est important pour nous de faire en sorte que ceux qui sont déplacés soient aidés au plus près de leur foyer, car il y aura un nouveau pays à construire après le régime d'Assad.
C'est un pays qui doit pouvoir compter sur tous les Syriens. Mais une réponse humanitaire à elle seule ne suffit pas. Nous avons également la responsabilité d'agir pour mettre fin à la guerre civile sanglante qui sévit dans cette région, à créer un processus politique inclusif en éradiquant le IL et en effaçant son idéologie et sa marque de la terre. Le Royaume-Uni continuera de faire partie de la coalition internationale contre le IL. Nous continuerons de mener des frappes en Irak, plus qu'aucun autre pays, hormis les États-Unis. C'est un combat que nous mènerons en tant que génération contre l'idéologie extrémiste qui constitue le moteur de l'IL. Mais vaincre le IL ne nous permettra pas de ramener la paix en Syrie. Seul un règlement politique sans exclusive pourra mettre fin aux souffrances endurées aujourd'hui par le peuple syrien. Nous devons redoubler d'efforts pour bâtir un processus politique grâce aux efforts notamment de l'envoyé spécial Stéphane de Mistura. Nous devons juger ceux qui ont commis des crimes. Et cette mission est un test crucial pour les Nations Unies. Les progrès sont bloqués au Conseil de sécurité. Cela dure depuis trop longtemps. Toutes les parties doivent aujourd'hui mettre de côté leurs intérêts étroits et coopérer ensemble pour le bien du peuple syrien, réaffirmant ainsi les valeurs fondatrices de notre organisation. Monsieur le Président, bien que la crise en Syrie soit urgente, nous pouvons y ajouter également la crise au Yémen, en Somalie et en Libye. Nous ne pouvons fermer les yeux sur les risques de menaces futures pour notre sécurité. Mais cette action collective ne sera véritablement efficace que si nous analysons ensemble les causes de la pauvreté, de l'injustice et des conflits. Nous devons reconnaître ensemble que les institutions, lorsqu'elles sont fortes, efficaces et transparentes, lorsque les sociétés sont ouvertes, les économies sont ouvertes, lorsque l'état de droit est respecté, lorsqu'il n'y a pas de corruption, c'est là que le développement pourra prospérer sur le long terme. Ce sont là des conditions sine qua non. Et c'est ainsi que nous atténuerons les facteurs du conflit. Comme le disait David Cameron, ce sont là les facteurs centraux du développement. Chaque pays doit suivre sa propre voie en quête de prospérité. Mais nous devons ensemble surmonter l'instabilité, la pauvreté et les conflits. C'est pourquoi il est dans l'intérêt de tous de faire en sorte que le développement soit durable sur le long terme. Les fondements du développement durable, quels qu'ils soient, ce sont des fondements qui trouvent leur source dans la sécurité. En tant que membre du Conseil de sécurité, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous proclamons que la solidarité des institutions est essentielle pour la sécurité. Comme le Premier ministre britannique l'a dit hier, le Royaume-Uni va reprendre son rôle significatif dans les opérations de maintien de la paix, en Afrique notamment, où nous appuierons les efforts des Nations Unies et de l'Union africaine en vue de mettre fin à des conflits très déstabilisateurs qui font fuir des gens du Soudan du Sud et qui exercent une pression très forte sur la Somalie, par exemple. Mais il faut comprendre aussi autre chose. La sécurité au sein des pays ne peut produire la croissance économique que si elle est accompagnée par une sécurité entre les pays. La stabilité que nous recherchons dans les relations entre les pays est mieux servie dans le cadre des législations, des institutions, des normes qui constituent le système international fondé sur des règles et mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. La Charte des Nations Unies en étant la pièce maîtresse. Au cœur de ce système, il y a le respect de l'intégrité territoriale par les États, le respect de l'indépendance politique des États. Lorsque les États remettent en question ces règles, nous devons réagir rapidement et défendre les victimes
sans ambiguïté aucune. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes aux côtés du peuple ukrainien. Les actions illégales, les agressions menées par des États doivent avoir des conséquences. Autrement, l'ordre international risque d'être mis en péril. Ici, aux Nations Unies, nous insistons sur le fait que les différences et les différends doivent être réglés dans le cadre du droit international, dans le respect de celui-ci, et non pas en dehors de ce système. Les menaces collectives à notre sécurité se conjuguent à une autre menace, celle du changement climatique. Il ne s'agit pas seulement d'une menace qui pèse sur l'environnement, sur la prospérité, c'est une menace qui pèse aussi sur notre sécurité. L'impact de la montée du niveau des mers, de la montée des températures globales sera ressenti par tout un chacun. Mais ce sont les pays les plus pauvres qui seront le plus durement touchés, ceux justement qui ont le moins de moyens pour s'y adapter. Le Royaume-Uni ne va pas se contenter de réduire ses émissions nationales. Comme notre Premier ministre l'a annoncé lundi, nous allons également augmenter notre appui aux pays vulnérables qui atteindra 9 milliards de dollars américains dans les 5 prochaines années. Nous devons travailler ensemble pour qu'un accord fort et ambitieux, efficace, soit conclu à Paris, grâce aux engagements de tous en vue de réduire les émissions encore plus et en s'engageant ensemble à réduire la hausse des températures, de limiter la hausse des températures à 2 degrés. Monsieur le Président, 70 ans après la première Assemblée générale, l'Organisation des Nations Unies est aujourd'hui menacée par des risques considérables, mais elle est toujours debout. Au cours de ces 70 dernières années, elle a joué un rôle essentiel face à tous les défis auxquels nous avons été confrontés. Pour l'avenir, il sera crucial de faire évoluer l'organisation, de la maintenir en vie, faire en sorte qu'elle demeure pertinente. L'ONU doit s'efforcer de refléter les changements intervenus dans notre monde. Le Conseil de sécurité doit par conséquent être réformé. Il faut adopter un système transparent également pour la désignation du prochain secrétaire général ou de la prochaine secrétaire générale. Lui ou elle devra faire en sorte que l'organisation soit plus efficace. Chaque centime reçu de la part des États membres doit être utilisé au mieux. En tant que membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité également, mon pays va plaider en faveur de ce programme de réforme. Et nous continuerons également de promouvoir les idéaux que représente, qu'incarne pour nous l'Organisation des Nations Unies. Il y a 70 ans, une génération a décidé de façonner le monde pour le faire correspondre à sa vision de la paix, de la sécurité et des valeurs universelles qu'elle avait adoptées. Aujourd'hui, nous n'avons toujours pas réalisé ces idéaux. Mais nous avons démontré que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons faire des avancées considérables vers ces idéaux. Aujourd'hui, nous devons faire la preuve de cette détermination collective. Il nous faut reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'une obligation morale, c'est également dans l'intérêt de chacun d'agir, de réagir face aux crises humanitaires graves auxquelles nous sommes confrontés et d'extirper les racines profondes de la pauvreté, des conflits et de l'instabilité. Il est dans notre intérêt de maintenir le système régi par des règles. Le monde est aujourd'hui meilleur grâce à la création de l'Organisation des Nations Unies par nos prédécesseurs il y a 70 ans. Si nous insistons sur le respect de nos principes face aux défis, face aux tentations, nous préserverons cet héritage et nous continuerons de jeter les bases d'un avenir meilleur, une époque marquée par l'espoir et la dignité pour tous. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire d'État pour les affaires étrangères et du Commonwealth du